on a commencé il y a 20 ans, on a renforcé la démarche il y a 10 ans, et on se rend compte que les objectifs ne sont pas atteints. Ça reste quand même très complexe. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir autant d'abréviations? Que la complexité vient aussi du fait que on a beaucoup échoué. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Dialogue ESG, le podcast qui explore et analyse l'actualité à travers le prisme de l'ESG. Rejoignez-nous aujourd'hui pour décrypter les enjeux de l'ESG et aussi pour simplifier cette thématique qui semble tellement complexe. Mais l'est-elle vraiment? Pas si sûr. Moi, c'est Dominique. Moi, c'est Patrick. Et tous les deux, on travaille dans une entreprise software qui permet de collecter des données, de les retravailler et de les restituer. Donc, tout naturellement, quand la thématique de l'ESG est arrivée ces dernières années, on a été sollicité par nos clients pour savoir si on peut aider dans ce processus. Donc, on a commencé par éduquer les personnes autour de nous, donc nos collègues, avec aussi un travail d'évangélisation. On a tenté de vulgariser les thématiques ESG et on se rend compte aussi que nos clients font la même chose. Donc, on a de temps en temps affaire à des clients qui sont très au point par rapport à ces thématiques, d'autres qui pensent être très au point qui ne le sont pas. Et bien sûr, on a toute une masse de clients qui eux, ne sont pas du tout au point. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Si on prend le travail de données de base, généralement, c'est des choses qui sont assez faciles, c'est des choses qu'on fait depuis de nombreuses années. Donc, on stocke toutes sortes de types de données. Nous, on est plutôt spécialisé dans les données financières, donc de comptabilité. Mais donc, on stocke ces données, on sait quel type de données c'est, on sait comment les retravailler, on sait comment les montrer aux personnes qui ont besoin de les voir. Mais on se retrouve quand même avec le SG confronté à des difficultés qui sont de type éducatif. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler de SG? Et je me pose la question, je te la pose à toi, Dominique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus simple ou est-ce qu'on est obligé d'avoir un environnement si compliqué? Ouais. Alors, je reconnais que tu n'es pas la première personne à me poser la question. Donc, effectivement, l'ESG semble être particulièrement compliqué et il y a plusieurs réponses. La première est probablement la plus simple, c'est que les trois acronymes, enfin non, les trois lettres de l'acronyme ESG ne sont pas directement connectées. En effet, la gouvernance de l'entreprise, ce sont vraiment les règles que l'entreprise définit sur la manière dont elle a envie que le business s'exécute. La dimension sociale, sociétale, est une dimension liée aux ressources humaines et à la manière de gérer les gens dans et en dehors de l'entreprise. Et l'environnement, au sens très large du terme, on pourrait dire que c'est le moteur de l'économie. Alors, à un niveau très bas niveau, mais effectivement, l'énergie, les matières premières, l'eau contribuent au moteur économique qui est l'entreprise. Et ça, je pense que cette déconnexion de ces trois lettres en font une thématique qui est particulièrement compliquée à aborder parce que il n'y a pas toujours une logique. Et au fond, si on cherche vraiment la logique qui relie ces trois lettres, c'est la stratégie d'entreprise. C'est pour ça que l'idée de se dire on va faire du reporting avant de l'intégrer dans la stratégie est producteur de complexité. Si on prenait l'élément en inverse et qu'on se disait euh, adaptons notre stratégie pour mieux traiter du E, du S et du G, ensuite ce serait beaucoup plus facile de produire des rapports. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui explique la complexité. Donc en fait, si je comprends bien, on essaye avec ces trois lettres de mettre ensemble trois thématiques qui sont relativement déconnectées pour les regrouper et faire un espèce de melting pot qui serait un petit peu à la mode. Donc on met un peu tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui. Donc il y a l'environnement,
il y a la qualité de vie et la qualité de vie au travers le travail et la bonne gouvernance aussi, parce que finalement, on souhaite que les choses soient faites dans les règles de l'art. Mais est-ce que vraiment on a une chance d'y arriver ou quel est ou est-ce qu'on est en train de juste courir après un mirage? Alors, effectivement, on a une chance d'arriver, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix, parce que aujourd'hui, on parle de plus en plus du risque qu'on fait courir à la planète dans son ensemble. Et ça, je pense qu'il n'y a plus personne pour remettre en cause l'idée que le risque est bien réel. Donc à partir de là, on est obligé d'y arriver. Maintenant, en termes d'exécution, ce qui rend la mise en œuvre compliquée, c'est la manière de définir les priorités. Et là, c'est assez intéressant de prendre peut-être l'exemple originel. Parce que on part du principe que la date qui lance les initiatives ESG, c'est 1987 avec le fameux rapport Brundtland qui disait que les problèmes environnementaux étaient liés en partie à une grande pauvreté des pays du Sud et liés à une surconsommation par les pays du Nord. Donc c'est très caricatural, mais c'était le point de départ. Et donc finalement, pendant 20 ans, on s'est dit, la globalisation va permettre d'amener la consommation de masse, l'économie de marché un peu partout dans le monde, et ça va régler le problème de la pauvreté. Et donc, comme il y aura moins d'inégalités, la situation globale sera meilleure. En réalité, en faisant ça, on s'est énormément focalisé sur l'aspect économique et l'aspect social, sociétal du sujet, mais en augmentant massivement la consommation pour l'ensemble de la planète, même si aujourd'hui, dans de nombreux pays, les gens vivent mieux, le niveau de pollution globale a explosé. Et ça, c'est exactement ce que je souhaitais illustrer et qu'on peut appliquer aussi au niveau de l'entreprise, c'est de dire, il faut traiter l'ensemble des priorités en même temps pour éviter que un focus trop fort sur un aspect déstabilise tout le reste. Et donc là, on est vraiment sur un deuxième élément de complexité associé à l'ESG. Donc aujourd'hui, on a donc des gouvernements, on va dire, occidentaux qui mettent en place certaines règles pour diminuer, par exemple, la pollution et de l'imposer euh, aux pays, aux organisations dans ces pays qui sont des facteurs de pollution, en mettant donc toutes ces règles et qui forceraient en fait à utiliser des produits ou des fournisseurs qui seraient dans d'autres parties du monde à être aussi respectueuses de l'environnement. Donc on peut probablement dire que c'est quand même l'environnement au départ, peut-être même la pollution de cet environnement qui est un petit peu le facteur de départ de toutes ces initiatives ESG. Mais ça reste quand même, après on a tous ces acronymes, hein, on parle de CSRD, on parle de RSE, on parle de plein d'acronymes qui, pour un utilisateur, enfin pour une personne lambda dans une entreprise qui souhaite s'informer sur ces thématiques, ça reste quand même très complexe. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir autant d'abréviations? Est-ce que c'est juste parce que c'est des initiatives différentes ou est-ce que c'est vraiment des points qui traitent des sujets différents ou est-ce que simplement on essaye de noyer le poisson en mettant plein d'abréviations pour que les gens y comprennent rien et puis qu'on puisse continuer à faire comme on faisait jusqu'à maintenant? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abréviations et il faut reconnaître que chaque année, on en rajoute des nouvelles. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas simplifier le processus. J'aurais envie de dire que toutes ces abréviations, elles s'accumulent principalement parce qu'il y a une forme d'aveu d'échec. On a commencé il y a 20 ans, on a renforcé la démarche il y a 10 ans, et on se rend compte que les objectifs ne sont pas atteints. Et là, peut-être que la question à se poser, c'est une question d'objectif. Parce que finalement, les États, voire une organisation non gouvernementale comme les Nations Unies, a clairement un objectif global. Mais est-ce qu'on peut réellement prendre cet objectif global et le décliner
au niveau d'un pays, voire au niveau d'une entreprise, probablement pas. Et je pense que si on voulait simplifier la démarche, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait, un, créer des objectifs locaux. Donc typiquement en Europe, on pourrait dire, on veut avoir un environnement de vie qui soit le plus agréable possible. Et donc, les entreprises doivent participer à ce que cet environnement reste agréable et sain pour tout le monde, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Donc on parle de l'emprise au sol, on parle de la manière dont on traite ses employés. C'est pareil, aujourd'hui on sait que le dérèglement climatique va avoir des influences en Europe. Donc on va se dire, il faut qu'on soit beaucoup plus résilient en tant que société, et chaque entreprise individuellement doit être plus résiliente. Donc elle doit entreprendre un certain nombre de choses pour améliorer cette résilience. Et là, on arrive plus facilement à décliner des objectifs européens, nationaux, au niveau de l'entreprise. Par contre, si on prend comme objectif, il y a trop d'émissions de gaz à effet de serre, ça va détruire la planète. Notre objectif commun, c'est de diminuer les émissions pour sauver la planète. Là, on est sur un objectif qui se décline difficilement au niveau de l'entreprise. Et je pense que ce mélange entre des objectifs très globaux et des objectifs locaux qui manquent complexifie et empêche l'application réelle. Après, probablement que enfin, si on simplifie un tout petit peu, on dit voilà, telle et telle entreprise doit prendre ou acheter des matériaux d'une entreprise qui pollue pas ou peu. Euh, elle va se retrouver dans une situation où elle aura peut-être la possibilité d'acheter des mêmes matériaux d'une entreprise qui aura moins de contraintes et qui sera peut-être moins chère. Et donc, on se retrouve un peu dans une situation où l'initiative ESG force des acteurs à choisir la moins bonne option pour eux et finalement on se départit de l'objectif d'une entreprise qui est finalement de ramener un retour sur investissement à ses investisseurs. Et donc comment est-ce qu'on arrive à concilier ça que d'un côté on souhaite répondre à certaines normes qui sont imposées par l'État et en parallèle se retrouver dans une situation où on aura une performance qui sera moindre que ses pairs. Et est-ce qu'on n'a pas des exemples qui pourraient justement montrer que c'est une situation vraiment, vraiment difficile? Alors si, on a des exemples et c'est une bonne question. Et j'aurais envie de dire que toutes les sociétés, même les plus motivées, qui ont démarré une mise en œuvre avant que l'Europe commence à définir son pacte vert et avec la directive CSRD qui vient clôturer un peu ce paquet de directives, les entreprises ont abordé la chose d'une approche très globale. Et on prend le cas de Danone qui, par exemple, plutôt que d'être très focalisé sur l'opérationnel et ancrée dans des objectifs qu'elle était capable de maîtriser, elle s'est dit, on va devenir une entreprise à mission. Donc la mission, c'est quelque chose de très vague et de très ambitieux quelque part. Est-ce que donc entreprise à mission, c'est une définition légale ou c'est juste une parce que toute entreprise a une mission, hein, on a tous vu ça dans nos études, la mission de l'entreprise. Donc c'est cette mission-là dont tu parles ou c'est une mission qui serait définie dans un cadre légal? Alors effectivement, le il y a eu un cadre légal, qui s'appelle en France la loi Pacte, qui n'obligeait pas, mais permettait, de manière volontaire, d'intégrer dans sa mission des éléments de type ESG. Et donc, si une entreprise intégrait des éléments ESG dans sa mission, elle avait le droit de se nommer, dans son rapport annuel, entreprise à mission. Et donc Danone a voulu suivre
cette proposition et s'est dit, on va faire évoluer notre vision, notre mission pour intégrer le mieux possible la thématique ESG dans nos objectifs stratégiques. Le problème, c'est que en voulant être trop ambitieux, la déclinaison opérationnelle de ces objectifs stratégiques a eu un impact financier trop fort sur les activités de Danone. Et donc, le directeur général de l'époque, Emmanuel Faber, a été démis de ses fonctions parce que, oui, l'idée d'entreprise à mission était noble, mais l'objectif initial de l'entreprise est quand même de produire des profits. Et les fonds activistes américains, pour ne pas les nommer, n'ont pas apprécié. Donc je pense Ok. que Donc, ils l'objectif, n'étaient pas en phase avec la mission. Ou, disons, la mission était acceptable aussi longtemps que les résultats économiques ne souffraient pas de la mission. ouais, ok. Donc on voit bien la problématique qu'on a avec ces thématiques ESG, non? C'est que oui, on peut améliorer son empreinte carbone, par exemple, ou d'autres sujets qui sont importants dans le cadre de l'ESG, pour autant que il n'y ait pas une dégradation de la performance financière. Et forcément, si d'un côté on essaie de limiter et qu'on essaie d'obtenir le même résultat de l'autre côté, c'est un peu comme dire dans la natation, hein, il y a 10 ans, on a interdit les maillots de bain qui étaient plutôt des combinaisons pour aller plus vite. On dit, ben, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette combinaison qui va vous faire aller plus vite, mais vous devez quand même aller plus vite. Donc, on voit quand même d'une certaine manière que c'est compliqué. Non, absolument. Absolument. Et, mais peut-être que la complexité vient aussi du fait que on a beaucoup échoué. Donc, on a essayé, on a échoué, on a essayé, on a essayé, on a échoué, on a encore essayé et on a été, on nous a beaucoup reproché en fait le greenwashing, qui est encore une forme d'échec. Par contre, aujourd'hui, je pense que la directive CSRD et le standard associé sont la bonne voie. Parce que c'est la voie qui est la plus proche de l'exécution opérationnelle. Le souci, c'est que la réputation de l'ESG, de la thématique, est quand même relativement mauvaise parce que finalement, ça fait 20 ou 25 ans qu'on essaye et que les résultats ne sont pas convaincants et les entreprises ont malgré tout investi, pas forcément judicieusement, pas forcément assez, mais elles ont essayé et elles ont échoué. Et aujourd'hui, on revient avec une nouvelle directive et on dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Et je suis assez intimement convaincu que c'est la bonne cette fois-ci, pour différentes raisons. Ok, donc avec cette nouvelle directive, on devrait réussir à obtenir les résultats qui sont ceux qu'on souhaite. Mais si je comprends bien, donc ces directives forcent les entreprises à s'analyser, à faire des rapports sur leur activité, que ce soit financière, mais est-ce qu'il y a aussi une notion de contrainte? Alors, il y a une notion de contrainte et c'est souvent sur cette notion-là que les critiques se focalisent en premier lieu. Mais je pense que l'élément dont on parle moins, mais qui va être un facteur de succès, c'est ce qu'on appelle en français le devoir de diligence, ou ce que les anglo-saxons appellent la due diligence. Et j'aime bien cette idée de dire, chaque entreprise fait un état des lieux, il est ce qu'il est, et ensuite, grâce à cet état des lieux, elle commence à être vigilante à tout un ensemble d'éléments qui sont listés dans le cadre de la thématique ESG, et elle va se dire, voilà, ces deux éléments, de notre point de vue, du point de vue de notre vigilance, méritent d'être améliorés. Et donc, on va se focaliser sur ces deux éléments, on va mettre en place des projets, on va mettre en place un financement, et on va y travailler. Et chaque année, on va expliquer comment on améliore cette situation. Et peut-être que d'ici 1 ou 2 ou 3 ans, il y aura un autre élément de vigilance qui fera surface dans l'entreprise et elle le traitera de la même manière. Et j'ai l'impression quand même que là, on est sur des aspects très opérationnels qui
seront beaucoup plus faciles à appliquer de cette manière-là, entreprise par entreprise. Et une fois de plus, c'est mon avis, ça devrait suffire pour la grande majorité des entreprises qui ne sont pas des très gros pollueurs. Et ensuite, peut-être qu'il y a un traitement spécifique à avoir pour des producteurs de pétrole ou pour, comme on l'a mentionné la dernière fois, des producteurs d'aluminium ou les producteurs de béton qui, eux, sont des très gros pollueurs au niveau mondial. Mais je pense qu'il faut clairement différencier des activités qui polluent énormément, où là, il faut qu'il y ait vraiment une démarche très proactive pour éviter que la planète soit détruite par les gaz à effet de serre. Et ensuite, la grande majorité des entreprises qui doit contribuer, mais en étant à un niveau très opérationnel. Et oublier en fait Mhm. toutes ces grandes théories de on va sauver le monde, on va sauver la planète et rêvons-nous une mission qui est d'aller sur Mars. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Je confonds. Ok, donc en fait, on a l'approche d'abord, on collecte toutes les données, on les analyse, on essaie peut-être d'améliorer certaines choses, et ensuite, on gère les problèmes. Et non pas on gère les problèmes. Donc, on dit toujours, on peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, on acquiert d'abord la connaissance à travers ces directives de récolte de données non financières, qui nous donnera un tableau par entreprise avec des tableaux ensuite beaucoup plus macro, par région, peut-être par pays. Et une fois qu'on aura ces tableaux, on aura la possibilité de dire, ben voilà, on souhaite que dans cette industrie-là ou dans cette région-là, on améliore ce point-là parce que on estime qu'il est important. Probablement que cette estimation sera faite d'un côté par les gouvernements, mais de l'autre côté aussi probablement par les clients finaux, des gens comme toi et moi, disent non mais attends, moi je vais pas cautionner telle et telle entreprise parce qu'elle fait ci ou elle fait ça, parce qu'on aura vraiment la possibilité de voir ces choses. Et donc vraiment, enfin, grâce à cette récolte de données, on devrait arriver à pouvoir améliorer les choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais. Alors je suis totalement d'accord avec toi et pour avoir lu beaucoup de rapports annuels de société, c'est assez intéressant parce que j'ai un ou deux exemples. Et je vais peut-être pas en faire la publicité aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra prendre ça pour un thème prochain. J'ai un ou deux exemples où le rapport est relativement court. Bon, il y a quand même une centaine de pages, hein, entre 100 et 200 pages, mais le rapport est globalement relativement court. Et quand je le lis, dès la première lecture, je comprends parfaitement ce qu'ils essayent de faire, comment ils essayent de le faire et où ils en sont. Et la grande majorité des rapports que je lis, j'y comprends rien. Je le lis une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois, et je comprends pas, je trouve pas de fil conducteur. Et de mon point de vue, c'est comme ça qu'on différencie le greenwashing de, du rapport ou de l'entreprise qui a vraiment pris la problématique de manière opérationnelle et qui avance peut-être doucement, mais qui avance. On différencie comme ça. Si en lisant le rapport très rapidement, le Mhm. fil conducteur est évident, tu te dis, OK, il y a une stratégie, il y a une exécution, ça prendra du temps, mais c'est sous contrôle. Tous les autres, je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais la logique, le fil conducteur n'est pas évident. Et la thématique ESG, mine de rien, c'est quand même plutôt une thématique qui va nous accompagner sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on va résoudre en 2 ou 3 ans. Donc si le fil conducteur n'apparaît pas aujourd'hui, je te laisse imaginer ce que ça va être dans 2, 3, 4, 5, 6 ans. Bon, ces entreprises seront probablement recadrées à un moment ou à un autre euh, pour avoir quelque chose qui correspond à ce que ces directives exigent. Ouais, probablement. Bon, fantastique. Le temps est vite passé. Euh, on voit que c'est un sujet qui est vaste. On a utilisé que très peu d'acronymes cette fois-ci. Il y en a plein d'autres. On aura sûrement l'occasion aussi d'en parler, de les définir dans les prochains épisodes. Très bien, merci pour cette conversation, c'était un plaisir et je me réjouis de la suite. Allez, à bientôt. À bientôt.